Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux décisions importantes qui façonnent notre collectivité. Comme vous le savez, l'adoption des règlements d'urbanisme de concordance figure à l'ordre du jour de notre conseil municipal de demain soir. Ces règlements, portant sur le plan d'urbanisme, le zonage, le lotissement, ainsi que sur les permis et certificats, sont au cœur de nombreuses discussions au cours des derniers mois. Je suis conscient que ces changements suscitent des inquiétudes et des interrogations au sein de notre communauté. Je tiens donc à vous rassurer sur le fait que nos préoccupations, vos préoccupations, ont été entendues et qu'elles ont guidé nos réflexions et nos décisions. Il importe de comprendre que notre ancien règlement datait de 2005 et que celui-ci se devait d'être mis à jour. Le nouveau règlement est beaucoup plus clair et diminue grandement les zones grises pour toutes les parties prenantes, surtout pour ceux qui appliquent les règlements. Les propositions contenues dans le nouveau règlement de zonage reposent sur les meilleures pratiques en urbanisme et répondent aux défis du développement responsable et de la densification nécessaires pour préserver l'environnement, maintenir une vitalité économique et répondre aux besoins de logement. En raison de nos obligations légales de concordance aux différentes instances gouvernementales, la municipalité, par son plan d'urbanisme et ses règlements qui en découlent, propose un nouveau plan de zonage. Il est important de noter que la municipalité a été plus conservatrice dans son approche de développement du périmètre urbain que la MRC le prévoyait, en limitant les zones de densification, de développement et de diversification des usages à l'intérieur de seulement quelques zones stratégiques, vacantes ou sous-utilisées. L'objectif n'est pas de changer la nature des milieux déjà construits, mais bien de les consolider, tout en limitant l'étalement urbain, étalement qui a d'ailleurs un coût environnemental, économique et social. En d'autres mots, la densification du périmètre urbain est une exigence provenant des orientations gouvernementales en aménagement du territoire et du schéma d'aménagement et de développement de la MRC des collines de l'Outaouais. Ces exigences visent à lutter contre l'étalement urbain et à encourager une urbanisation plus compacte à l'intérieur du périmètre urbain et plus respectueuse de l'environnement. Maintenant, au niveau de la nappe phréatique. Nous savons que la capacité de notre nappe phréatique à répondre aux besoins actuels et futurs est un enjeu crucial. Soyez assurés que des études approfondies seront menées pour garantir que les aménagements prévus respectent cette ressource précieuse. Les études hydrologiques qui seront exigées pour vérifier la capacité des ressources en eau à soutenir la demande, mais aussi à assurer sa protection à long terme, seront très exigeantes. Voici d'ailleurs un extrait des documents en lien avec la capacité en eau qui seront exigés pour le dépôt d'un projet d'envergure. Premier point, analyse des débits de la nappe, c'est-à-dire mesure du taux de recharge et de la capacité d'alimentation de la nappe phréatique. 2. Test de pompage. Réalisation de tests pour mesurer le rendement de la nappe et évaluer la durabilité de l'extraction d'eau à long terme. 3. Modélisation hydrogéologique. Simulation des variations de la nappe en prenant en compte les facteurs comme les précipitations, la consommation d'eau, les niveaux de pompage et les caractéristiques géologiques. 4. Estimation de la recharge de la nappe. Calcul du renouvellement naturel de la nappe et de la capacité à soutenir une exploitation sans risque de surexploitation. 5. Évaluation de l'impact des prélèvements sur les autres usagers. L'étude hydrogéologique devrait permettre de déterminer l'impact potentiel des prélèvements d'eau projetés sur les autres usagers à proximité, en déterminant les zones d'influence des prélèvements et en vérifiant s'il y a des problématiques avérées de manque d'eau dans les secteurs à proximité. 6. En vue d'établir le caractère durable de la qualité de l'approvisionnement en eau, l'étude hydrogéologique doit comprendre les éléments suivants: l'inventaire et la localisation des sources de contamination avérées et potentielles, ainsi que les prélèvements d'eau effectués dans un rayon de 1 km du périmètre du site à l'étude, et la détermination de la qualité de l'eau souterraine
en prélevant des échantillons d'eau souterraine et en les faisant analyser par rapport aux paramètres microbiologiques et inorganiques prescrits par le règlement sur la qualité de l'eau potable, et pour d'autres paramètres dont la présence serait soupçonnée à la suite de l'inventaire effectué, comme par exemple les hydrocarbures, les solvants, les pesticides. 7. Estimation des besoins d'alimentation en eau, c'est-à-dire estimer le débit moyen global auquel l'aquifère doit répondre, c'est-à-dire la consommation d'eau projetée du lotissement, du projet intégré ou du développement immobilier pour les usages domestiques industriels, et comparer le tout avec la capacité de la nappe phréatique. 8. Un avis concernant la vulnérabilité de l'aquifère à la contamination potentielle provenant des dispositifs autonomes d'évacuation et de traitement des eaux usées, en considérant le contexte hydrogéologique, comme le type d'aquifère, la vitesse d'écoulement, l'épaisseur de la zone vadose, c'est-à-dire la zone située entre la surface terrestre et le sommet de la nappe phréatique. 9. Gestion de l'extraction. Élaboration de stratégies pour garantir une gestion durable de la ressource en fonction de la capacité de la nappe à supporter la demande. 10. Plan de gestion de l'eau. Mise en place d'un plan qui inclut des solutions pour limiter l'impact sur la nappe phréatique, comme l'utilisation d'eau recyclée ou la gestion optimisée de la consommation d'eau. Aussi, en plus de toutes ces mesures, la municipalité pourrait demander une étude globale des aquifères sur son territoire. Le Conseil réfléchit présentement à cette étude, estimée à 1,4 million de dollars. Maintenant, au niveau de la circulation, du trafic. C'est un autre point qui était quand même, qui inquiétait beaucoup de gens, moi le premier. La circulation, un autre sujet qui vous tient à cœur, a été minutieusement évalué. Nous reconnaissons l'importance de s'assurer que les infrastructures existantes sont adéquates et n'impactent pas négativement la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Kentley. C'est pourquoi une évaluation des impacts sur la circulation routière, afin de garantir que les routes puissent supporter l'augmentation de la densité, est exigée pour chaque demande de permis et celle-ci sera soumise à une analyse rigoureuse. Pour les projets d'envergure, comme les projets intégrés, commerciaux ou de plus forte densité, voici les éléments qui seront demandés dans l'étude. Recensement des flux de circulation actuels, volume de trafic pour les véhicules légers, les poids lourds, les piétons, les vélos, comptage de trafic aux heures de pointe, matin et soir, analyse origine-destination et vitesse moyenne, scénario futur de circulation, identification des impacts, mesures d'atténuation, conclusions et recommandations. Maintenant, au niveau de la densité. En ce qui concerne la densité, nous avons travaillé à trouver un équilibre entre le développement nécessaire et la préservation du caractère unique de nos quartiers. Les ajustements prévus permettront un développement harmonieux, tout en respectant les préoccupations liées à la qualité de vie et à l'environnement. Les projections démographiques ne mentent pas. Statistique Canada illustre bien qu'à Kentley, nous aurons à placer près de 2000 citoyens d'ici 2036. Par ailleurs, il est un devoir pour le conseil municipal de s'assurer de répondre à la crise du logement et de répondre à l'enjeu d'abordabilité en offrant différents types d'habitations. Les nouveaux projets plus denses peuvent apporter des améliorations aux infrastructures locales, comme les routes, les écoles, les parcs ou les espaces publics. Une densification bien planifiée peut également améliorer les transports en commun et la qualité de vie des résidents en général. Cela peut permettre également de rentabiliser les investissements déjà faits dans les infrastructures routières, plutôt que de les étendre dans les zones éloignées. Ces projets ne se limitent pas à ajouter des bâtiments, mais visent également à moderniser et à renforcer les services existants, ce qui profitera à toute la communauté, y compris aux voisins immédiats. Ici, je précise qu'il y a un seul endroit dans la municipalité qui pourrait accueillir un bâtiment de 5 étages. Maximum, c'est le plus haut, projeté peut-être. Il s'agit de l'endroit près des commerces centraux. Partout ailleurs, dans le 25 % qui n'est pas encore développé, dans le périmètre urbain, rien ne pourrait être supérieur à 3 ou 4 étages occasionnellement. À noter que la majorité des constructions actuelles ont déjà 3 étages en raison de notre topographie.
Pour renforcer la confiance envers les décisions prises, nous avons mis en place plusieurs mécanismes de contrôle, soit 1. La forme que le projet peut prendre en fonction des études et caractérisations initiales concernant les contraintes naturelles, c'est-à-dire les milieux humides, les cours d'eau, les zones de mouvement de masse, le type d'installation septique requis en fonction de la nature du sol et des contraintes anthropiques, et la capacité de la nappe phréatique elle-même. 2. Les dispositions normatives encadrent l'implantation des bâtiments et la forme du développement, la superficie minimale du couvert végétal à conserver, le maintien des écrans végétaux, la superficie maximale au sol des bâtiments, la superficie minimale des lots, les marges de recul sont quelques éléments qui sont traités. 3. Contrôle des projets par l'entremise du règlement de PIA, c'est-à-dire le plan d'implantation et d'intégration architecturale. L'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités de prévoir un mécanisme de consultation publique dans le cadre d'un règlement de PIA. Le règlement de PIA peut effectivement inclure l'obligation pour le requérant de la demande de PIA d'organiser et de tenir une consultation publique. Cette consultation permet aux citoyens et aux autres parties intéressées d'exprimer leurs préoccupations et suggestions concernant le projet. Le processus de PIA est exigeant et comporte plusieurs critères d'analyse. Les critères d'analyse sont divisés en thématiques, comme l'implantation, le gabarit, le traitement architectural, les stationnements, les aménagements paysagers, etc. Par exemple, un projet intégré résidentiel comporte 47 critères d'analyse. Voici quelques exemples de critères. Privilégier une implantation qui contribue à minimiser les impacts des bâtiments sur le milieu naturel et à conserver un maximum de la végétation existante. Prôner une transition graduelle entre les gabarits, et ce, par l'intégration de retrait des volumes pour les étages supérieurs, lorsque la hauteur proposée d'un bâtiment est plus élevée que ceux adjacents. Favoriser le maintien maximal des caractéristiques naturelles du site en minimisant la modification de la topographie, les superficies de déboisement et l'abattage d'arbres matures. Encourager la plantation d'essences de végétaux et d'arbres de préférence indigènes dans les espaces libres lorsqu'ils sont dépourvus de végétation. Encore ici, il est à noter que plusieurs autres critères découlent de ces thématiques. Au niveau de la protection des milieux naturels et de l'environnement maintenant, la préservation des milieux naturels est une priorité pour notre municipalité et pour moi particulièrement. À cet égard, nous exigeons des études environnementales indépendantes pour tout projet susceptible d'avoir un impact sur les écosystèmes locaux. Ces études exhaustives sont relevées dans le règlement sur les conditions d'émission d'un permis et certificat. Contrairement aux croyances ou désinformations, le nouveau cadre réglementaire prend plus au sérieux que l'ancien règlement le volet environnemental. D'ailleurs, en concentrant les nouvelles constructions dans les zones déjà urbanisées, plutôt que d'étendre la ville dans des zones rurales, la densification peut aider à protéger les espaces naturels, agricoles et les forêts, qui sont des éléments importants de notre paysage et de notre biodiversité locale. La densification bien conçue favorise un mode de vie plus durable, ce qui bénéficie à l'ensemble de la communauté, notamment en réduisant l'empreinte carbone. J'en profite ici pour vous mentionner ce qui a été fait depuis 3 ans dans la région par rapport à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique. Via la MRC des collines de l'Outaouais, via toute l'équipe de développement durable, la MRC, ou via la municipalité. Plan régional des milieux humides et hydriques, élaboration d'un plan climat, dans lequel on traite des éléments comme les gaz à effet de serre, comme les corridors écologiques, entre autres. Révision du plan de gestion des matières résiduelles. Plan sur la biodiversité qui est commencé avec toutes les MRC et Kitigan-Zibi. Mise en place d'un fonds vert. Transport en commun sur le territoire. Construction en 2025 d'un écocentre régional. Projet pilote de gestion des plastiques agricoles. Analyse et appui dans les projets d'aires protégées. ALUS, c'est-à-dire un projet pour protéger les bandes riveraines sur les terres agricoles. Il y a un autre projet qui touche les terres en conservation avec EcoEco et le groupe Acre. Enfin,
le schéma d'aménagement qui vient davantage protéger notre environnement et mieux encadrer les règles. Enfin, l'instauration d'un système d'assainissement public qui pourrait voir le jour progressivement vise à répondre aux besoins actuels tout en préparant l'avenir de manière durable et responsable et en évitant de repousser le problème à plus tard. Conclusion et modification. Nous souhaitons vous assurer que ce règlement vise à équilibrer le développement durable, la protection des milieux naturels et la qualité de vie des résidents. Votre implication et vos commentaires ont été précieux pour nous aider à peaufiner ces règlements. En ce sens, des modifications ont été apportées au règlement entre la version projet et celle que nous adopterons demain soir. Par exemple, des affectations légèrement redessinées. Des grilles de zonage ont été modifiées. Les écrans végétaux ont été rehaussés à 4 mètres à l'intérieur des limites du périmètre urbain au lieu de 3 mètres. La dimension minimale des lots pour certaines zones à l'extérieur du périmètre urbain a été majorée à 8 000 m² au lieu de 3 700 m². La notion du nombre de logis, 30, 40, 80, etc., a été retirée, car nos règlements proposés sont suffisamment étoffés pour encadrer le développement. D'autres éléments, comme par exemple augmenter la superficie maximale des lots non desservis à l'intérieur du périmètre urbain à 4 000 m² au lieu de 3 500, étaient souhaités par le Conseil. Mais il importe de comprendre, tel que mentionné précédemment, que nous sommes limités à plusieurs égards parce qu'il se trouve dans notre schéma d'aménagement, lui qui est affecté par les orientations gouvernementales provinciales en aménagement du territoire. Voici d'ailleurs un résumé rapide de ce qui nous est imposé et de ce qui est sous le contrôle municipal. Imposé dans notre schéma via les orientations gouvernementales. Affectation du territoire, ce qui comprend les limites du périmètre urbain. Je précise ici que les limites du périmètre urbain, bien qu'imposées via la MRC, proviennent de consultations publiques et ont été déterminées suite aux consultations publiques menées ici au cours des années. Mesures anti-étalement urbain, donc c'est imposé dans le schéma. Affectation du territoire, mesures anti-étalement urbain, comme les limitations des usages, comme la concentration des développements. Les normes environnementales régionales, comme la protection des milieux naturels, des zones inondables et des bandes riveraines, qui limitent les usages autorisés dans certains secteurs. Les dimensions minimales et maximales des lots, comme l'exemple que je viens de vous donner. La localisation des nouvelles subdivisions. L'évitement des terres enclavées. Maintenant, ce qui est sous notre contrôle municipal, les usages spécifiques dans une affectation, les paramètres détaillés de lotissement, comme la hauteur des bâtiments, les marges de recul, les ratios de stationnement et autres normes complémentaires. Les instruments d'encadrement spécifiques, comme le PIA, qui limite grandement, on vient resserrer la vis énormément avec notre PIA, ainsi que les normes complémentaires pour les subdivisions, comme par exemple la largeur, l'alignement des roues ou l'aménagement des espaces verts. Il est à noter que la municipalité peut être plus sévère sur certaines normes, tant qu'il n'y a pas un maximum imposé. Pour conclure, demain soir, nous nous rencontrerons pour adopter des mesures qui, j'en suis convaincu, bénéficieront à l'ensemble de notre collectivité. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et écouter vos préoccupations. Merci encore pour votre grande implication citoyenne et votre engagement. Ensemble, nous bâtissons un avenir harmonieux pour notre municipalité. Merci beaucoup et bonne journée.